S'il faut monter à plus de 1350 mètres d'altitude pour accéder au mont d'Igiliz dans l'Anti-Atlas, il faut parcourir des centaines de kilomètres du nord au sud du Maroc pour découvrir les sites rupestres. Plus de 350 sont ainsi répertoriés par le ministère de la Culture. Certains d'entre eux se trouvent ici, dans la commune de Ait Ouabelli, à une centaine de kilomètres de Data. Pour en parler, je suis avec le professeur Abdelkhalq Lemjidi, qui est chercheur au Centre national du patrimoine rupestre à Agadir. Monsieur Lemjidi, d'abord, qu'entendons-nous par art rupestre? La définition des arts rupestres est multifacieuse, mais on va prendre en charge seulement l'interprétation archéologique. Du côté archéologique, toute trace sur la roche, que ce soit peinte ou gravée, est considéré par les archéologues un art rupestre, c'est-à-dire une trace anthropique, une volonté de changer ce qui est naturel vers quelque chose qui est symbolique et considéré comme art rupestre. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez justement sur l'art rupestre, et notamment dans le sud du Maroc, mais également dans certaines régions du nord, mais beaucoup plus dans cette région. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement sur l'art rupestre? Les arts rupestres sont un élément très important dans la reconstitution de l'image historique de ces régions depuis la préhistoire jusqu'à pratiquement les premiers siècles de l'histoire. Nous avons sur les roches des représentations qui relatent des signes et symboles qui voyagent dans l'espace et dans le temps, mais aussi des panneaux et des scènes qui sont réalistes, qui nous donnent une idée approximative au moins sur les formations socio-économiques anciennes qui se sont adaptées au rythme de l'évolution climatique du sud du Maroc. Quelles sont un peu les informations qu'apportent justement ces éléments rocheux? C'est le point malade de la recherche archéologique liée aux arts rupestres, parce qu'on ne peut pas jusqu'à maintenant dater les gravures rupestres, mais parfois on peut avoir la chance de dater d'une façon directe les peintures rupestres, ce qu'on a fait au Maroc 2 fois. C'est très peu, parce que pour avoir une échelle chronologique, il faut multiplier les datations, il faut avoir des sites qui ne sont pas dégradés, des sites qui ne sont pas touchés par, ne sont pas pollués par d'autres matières organiques nouvelles. Mais il y a une chronologie qu'on appelle culturelle, c'est-à-dire les appréciations de chaque communauté, sa façon de s'adapter au milieu naturel, et sa façon de créer un système de signes et de symboles qui gère positivement ou négativement parfois la conscience du groupe. Et ça est considéré comme un élément de base pour reconstituer l'histoire des communautés, mais aussi l'idéologie de ces communautés. Et c'est très important pour le sud du Maroc parce qu'il y a très peu de documents écrits pour l'histoire. Et nous avons la chance de trouver des sites rupestres même qui appartiennent même à la partie historique
du passé du sud du Maroc. On est donc sur le site de Montmarcel, entre le versant sud de Bani et les Ouarkzis, la chaîne de montagne de Ouarkzis. C'est un couloir topographique qui croise des cours d'eau d'une dynamique descendante de l'altitude vers Dra. Et donc l'homme préhistorique a choisi ces points, ils sont maintenant des sites archéologiques, parce qu'ils représentent, ces points représentent des relais entre l'océan et l'Atlas algérien. Pourquoi il a choisi ce couloir? Parce qu'il relie des espaces naturels très riches en faune et en flore. Et donc c'est normal, il ne manque que le troisième point qui est la matière première, le silex. Donc le silex, il faisait quand même des circuits assez longs pour s'approvisionner des hmada. Les bords de hmada, ils sont très riches en couches de silex. C'est une matière très recherchée pendant la préhistoire et la protohistoire aussi. Et donc on peut avoir un schéma très simple. Là nous avons la chaîne de Bani. Ici nous avons la chaîne du Ouarkzis. Et donc nous avons des cours d'eau qui descendent de l'anti-Atlas à travers le Jebel Bani et qui sont des affluents d'Ouadda qui collectent cette dynamique descendante vers l'océan. Et ça, c'est une caractéristique des sites marocains. Nous avons un croisement de cours d'eau avec les couloirs topographiques. Qu'est-ce que vous dites le couloir? Le couloir, c'est entre deux montagnes. Ouais. Couloir, le couloir d'El Dior. Et donc, chaque croisement, on trouve une concentration de sites. Des gens qui s'installent autour des croisements d'eau. Là, on est devant un panneau qui représente la deuxième étape de l'évolution des arts rupestres au Maroc, à savoir la période des pasteurs. Les pasteurs, ils étaient des éleveurs de bœufs, comme on voit ici sur le panneau. Nous avons un ensemble de bœufs. Ils avaient une technique propre à eux. Ils avaient aussi des compositions propres à eux. Et donc le bœuf était au centre de la conscience collective. Donc le bœuf gérait en fait la conscience collective. On faisait tout à travers le bœuf. Même pour représenter par exemple la fertilité, il y a des panneaux où on voit un homme qui touche les cornes ou le sexe d'un bœuf, où il le tire de la queue. Donc tout ça, c'est des compositions qui tournent autour d'une idéologie très très riche, très complexe, qui met au centre le bœuf. Avant, il y avait des communautés de chasseurs, quand ici l'humide était à l'extrême, quand le climat était très humide et les cours d'eau étaient pérennes. Il y avait de l'eau qui coulait, il y avait beaucoup d'animaux. C'est une faune qu'on appelle la faune éthiopienne, qui est représentée par l'éléphant, le rhinocéros, la girafe. Donc c'est une savane un peu plus verte que la savane qu'on connaît maintenant. Et la structure socio-économique s'est basée sur la chasse. Les gens vivaient de la chasse. Et donc ils avaient des sujets tout à fait différents dans les arts rupestres. Il y avait la girafe, l'antilope, l'éléphant. C'est un bloc en fait à deux faces. Une face qui porte des bœufs et de l'autre on voit ici un éléphant de la même technique que les bœufs. Donc on peut le classer avec les gravures bovidiennes et ça montre aussi
qu'il y avait une humidité assez suffisante pour supporter un tel grand bétail. Mais à une période plus tardive, il y a un artiste qui a ajouté un serpent ici, qui est en train de mordre la patte de l'éléphant, et c'est fort probable que c'est une technique libyco-amazigh. Donc une période qui sépare le bovidien du libyco-amazigh de 1 millier d'années à peu près. Le site de Montmarsan a le mérite d'être plus homogène que les autres. Parce qu'on a vu dans l'autre côté de la crête, on a vu des bœufs, ça continue ici. Et en même temps, il y a l'élément qui prouve que les éleveurs ont quand même continué à pratiquer la chasse. Et là, par excellence, c'est un site de mouflons. Donc il y a un très grand nombre de gravures de mouflons. Et on va voir ici un exemple de composition où il y a l'éléphant est l'élément central. Donc on voit ici la queue, l'arrière-train, et la tête et la trompe. Composé de mouflons vus en face, on voit que les cornes, vus de profil, avec des bœufs aussi. On peut voir ici un bœuf. Donc c'est une composition. Oui, c'est un panneau très complexe. Les sites, ils sont parfois couvrent des périodes historiques très longues d'une même communauté. Parfois, ils reflètent une longue histoire, mais de différentes communautés. Donc il faut mettre ça dans le... Ici, Montmarsan est un exemple de site long dans l'histoire. Quand vous dites long, c'est-à-dire? Long, c'est-à-dire les Bovidiens se sont installés ici probablement au 5e millénaire. Soit ils ont visité le lieu à un rythme annuel, ou je ne sais pas, soit ils étaient semi-sédentaires dans la région. Et donc le site a joué un rôle entre au moins le 5e millénaire jusqu'au 3e, parce qu'il y a des éléments ici métalliques. La communauté bovidienne au nord de l'Afrique en général est connue par la réalisation des gravures piquetées. Donc on trouve des traits larges et profonds, on trouve des piquetages superficiels, tout genre de piquetage, et parfois une technique combinée. On piquete le contour de l'animal, puis après on passe peut-être des galets ou du sable pour le rendre poli. Et ça, c'est un savoir-faire millénaire. On voit ici des bœufs qui sont partiellement travaillés, c'est-à-dire la surface de la figure est partiellement piquetée. C'est une technique qu'on croyait qui existait seulement ici à Tafrout, mais en fait, les chercheurs ont trouvé des figures similaires, surtout dans le Haut Atlas, ce qui nous permet de parler d'une relation entre la dernière étape de l'évolution des bovidiens dans cette zone, qui ont choisi de changer l'espace vital pour aller chercher des pâturages plus luxuriants, le Haut Atlas en l'occurrence. Nous avons probablement un témoignage de la dégradation du climat. Donc on est à peu près à la fin du 3e millénaire.
Donc on est sur le site de Tachoukalt, composé de deux crêtes, Tachoukalt 1 et Tachoukalt 2 en face. Et c'est le même cas des autres sites dans la zone pré-saharienne, c'est-à-dire que les graveurs choisissaient toujours des crêtes qui dominent le cours d'eau. Le cours d'eau, c'est une règle générale du sud du Maroc. Et c'est normal parce que le climat n'était jamais très humide. Il y avait toujours recours à la proximité de l'eau. Et donc ici, on croit que justement la diversité du site, la diversité des sujets, explique bien ce constat. Il y a en premier lieu des bœufs et des vaches, parce qu'il y avait des pâturages assez riches dans la zone de Tachoukalt, suivi d'une faune sauvage. Et on sait bien que la faune sauvage qui existe ici, comme l'éléphant, a besoin d'au moins 200 kg de biomasse par 24 heures. Donc il faut imaginer combien de couverture végétale consomme cet animal. Ça veut dire que c'est un indicateur aussi d'humidité. On trouve souvent des représentations de bœufs ou de vaches associées à un animal sauvage. Dans les cas ici, nous avons l'éléphant et le bœuf, nous avons l'autruche et le bœuf. Nous avons parfois des animaux indéterminés avec des bœufs. L'autruche était très présente dans la nature, présente comme objectif de chasse, mais présente aussi dans la conscience des groupes, et surtout au Maroc jusqu'aux années 50 même. Et dans la zone de Tamanat, c'est là où nous avons trouvé le nom de l'autruche, en Amazigh, et pas dans d'autres régions. C'est la seule région au Maroc où on appelle acide. C'est un nom conservé peut-être depuis la préhistoire, peut-être. Et là, nous avons deux anthropomorphes qui tiennent à la main une hache comme arme de jet sur un bloc mobile. Donc parfois, on trouve des gravures sur des blocs qui sont mobiles. Mais il paraît-il qu'ils l'ont gravé quand il était déjà ici, je crois. Et donc on a deux types de haches. Des haches qui sont très connues au Sahara et des haches qui sont très connues dans la région de Tata. En fait, c'est des armes de jet, au fait. Oui. Et des haches comme ça déterminent la rupestre bovidien tardif de la province de Tata, y compris Tamanat, Ouadaka et surtout dans la Drem de Gourine. La Drem de Gourine, c'est à côté d'Aka. Et là, nous avons une miniature qui représente un anthropomorphe en train de manipuler un outil devant un bœuf sauvage. Donc c'est une composition qu'on met généralement dans un style dit tazina. Mais à mon avis, le style tazina est devenu comme un sac où on met tout. Parce qu'ici, avec une photographie, une photogrammétrie, on a pu comprendre qu'il est sous-jacent des figures typiquement tazina. Quand on dit tazina, ça veut dire la société des chasseurs. Ils ne vivaient que de la chasse. Ils ne savaient pas encore comment domestiquer les animaux. Et donc, vous disiez tout à l'heure, c'était le plus ancien élément qui a été... Le plus ancien, parmi les plus... On a d'autres, nous avons d'autres ici, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu le jour. Donc on fait des photos la nuit. Et donc c'est un site très important dans la vallée de Tamanat, parce qu'on a ici la trace d'une vie sociale de deux formations socio-économiques. Une formation qui s'est basée sur la chasse. S'il n'y a pas de gibier, ils ne peuvent pas vivre. Et donc il y a une continuité du gibier. Et la deuxième, qui s'est basée sur le pastoralisme. Et donc il y avait suffisamment de pâturage. Donc nous avons une trace d'une vie sociale productive, mais sous deux systèmes de production de chasse et d'élevage, sur une période d'au moins 10 000 ans.
Et de là vient l'intérêt du site de Tachoukalt qu'il faut vraiment protéger. Voilà, votre magazine touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage au fil de l'histoire.